Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve ce matin en matinale avec Aline. Bonjour Aline, comment ça va? Bonjour Martin, bonjour tout le monde, bah, ça va super. Bonne rentrée, parce que hier tu n'étais pas présente en matinale. Ouais, mais on a bien travaillé, hein. On a bien travaillé, mais bon, la rentrée c'est avec vous aussi, c'est le plaisir d'échanger. C'est la vraie rentrée. Exactement, là c'est la vraie rentrée. On se retrouve ensemble pour une matinale à deux. On a commencé avec des invités exceptionnels puisque nous étions avec Captain Games hier, donc matinale éditeur. En plus, première venue de Captain Games au chalet, donc forcément on a retracé un peu l'histoire de la maison d'édition. En plus, elle était chouette cette matinale. Moi, je l'ai suivie. Elle était longue surtout. Ouais, mais ça, c'était presque un canapé matinal. C'est exactement ça. Mais en fait, c'est ce qu'on va faire puisqu'on a prévu de ne plus trop faire de canapé. Maintenant, on fait des matinales très régulièrement. On essaye de défendre ce format-là. Donc, naturellement, c'est un manque à gagner. Sachez-le, parce que le canapé c'était payant pour les éditeurs, la matinale c'est gratuite. Mais c'est gratuit. C'est gratuite. Mais en même temps, on défend. Je l'ai mis en message pour ceux qui ont regardé le temps d'attente. Je sais que vous le regardez avec beaucoup d'attention. Je l'ai mis en message. L'information, elle est gratuite sur un monde de jeu. Parfois, nos partenaires, les éditeurs qu'on croise nous le reprochent, sachez-le, nous disent non mais il faut faire payant, vous avez besoin d'argent. Et nous on tient vraiment, je pense que vous le comprenez, ceux qui nous suivent régulièrement, on tient vraiment à ce que vous ne regardiez pas de la pub en boucle. On met de la pub, c'est très important pour nous parce que ça nous permet justement de nous financer. Mais de la pub claire et nette, vous n'avez aucun doute, c'est de la pub. Et le reste, je veux pouvoir poser les questions que je veux pouvoir parler de ce que je veux sans avoir à soumettre le contenu de nos émissions à nos partenaires. Et de ce fait, les matinales, les formats d'infos, tout ça, c'est gratuit, voire même on paye parfois pour avoir des intervenants dans ces formats-là. Vous le savez, je ne vais pas m'attarder dessus, mais c'est bien de le redire de temps en temps. On va le répéter un peu plus cette année parce que l'enjeu financier est essentiel sur notre chaîne. Le programme de cette matinale, on va revenir un tout petit peu sur Valménier. On ne l'a pas fait hier puisqu'on avait un invité, on a le temps ce matin, donc on le fait davantage. On revient sur la semaine dernière qui était notre vraie rentrée puisqu'on a fait 37 vidéos la semaine dernière. Donc, bien travaillé. On annonce un peu le mois de septembre, j'ai vu que tu avais préparé ça, Aline. J'ai préparé même un petit bilan des vacances, parce que le mois d'août n'est pas terminé, on a encore des venues au mois d'août, et c'était un mois d'août intense, donc bilan des vacances, bilan de Valménier. Exactement, ça s'appelle des vacances. L'été c'est les vacances. Ensuite, on vous parle des sorties de la semaine, parce qu'on a repéré quelques sorties. On va prendre un petit peu de temps pour caler ce format de sortie de la semaine. Il sera vraiment au point à partir de début octobre. Pour l'instant, on les annonce, mais on n'est pas assez nombreux dans l'équipe actuellement pour pouvoir gérer tout ça. Donc on est un peu sur le mode de l'année prochaine jusqu'à début septembre. Et à partir de début septembre, on sera beaucoup plus au point sur les sorties, ce genre de choses. Là, parce qu'on sera plus nombreux. On terminera avec une minute culturelle, on vous l'a dit, on ne fait plus la matinale du lundi dans laquelle on parle plus particulièrement, alors surtout cette semaine parce qu'on avait un invité, mais on parle uniquement de culture et pas trop de jeux. On le répartit sur toute la semaine pour deux raisons principales. D'une part parce que on trouve que ce format-là, on s'est rendu compte que vous y étiez extrêmement attaché, donc on ne veut pas l'arrêter. Et en même temps, c'est celui qui intéresse le moins en nombre de vues. On a analysé les choses et on s'est dit que peut-être c'était intelligent de le répartir puisque entendre parler d'un livre, d'un bouquin, d'un film, d'une série, de quelque chose comme ça crée des envies, mais par contre, la plupart des gens qui nous suivent sont des amateurs de jeux de société, donc ils viennent d'abord regarder des émissions de jeux de société. Puis c'est un peu le reflet de ce qu'on peut vivre au chalet en mangeant avec les différents invités qui viennent, parce qu'on commence toujours forcément par parler de jeux, et ça finit toujours par le dernier livre que tu as vu, la série que tu es en train de regarder, ou le film que tu as envie de conseiller. Du coup, c'est l'occasion de vous en faire profiter. Hier, c'était super intéressant ce qu'ont proposé Gwen et Cédric en termes de conseils. Ouais. C'était vraiment tout à fait le reflet du repas. Je connaissais l'un des deux conseils, pas du tout l'autre, donc ça permet de découvrir, voire de partager. Et on va le faire régulièrement en fin d'émission, une petite pastille de fin d'émission. Voilà pour cette rubrique, donc on va répartir sur la semaine. On verra, parce que ça c'est une problématique pour ceux qui ne s'intéressent qu'à ça justement, on verra comment on vous le restitue après en termes de replay, on réfléchit pour tout vous dire, mais ça va prendre un tout petit peu de temps, on réfléchit à faire des condensés de nos matinales de la semaine, diffusés en fin de semaine, un jour un petit peu moins important, peut-être le samedi, ce genre de choses, mais là aussi, il nous faut plus d'effectifs pour pouvoir gérer tout ça. On commence par un retour sur Valménier. Oui, et même sur l'été, j'ai envie de dire. Voilà. Parce que c'était un été qui était intense en termes de travail, mais il a aussi eu ses venues, il y a eu plusieurs éditeurs.
Je crois que si tu peux me montrer la page Notion légèrement plus haute qu'elle n'est là, ça m'aiderait un peu. Hop, voilà. Hop, un tout mais petit il y a peu ça plus devant haut. nous. Regarde, j'ai posé ça, Aline. Donc oui, le mois de juillet, le mois d'août, c'était 8 venues d'éditeurs au chalet, 2 semaines de Board Game Campus, 2 semaines intenses. D'ailleurs, c'est la reprise bientôt pour cette école qui ouvre ses portes à Bruxelles et on leur souhaite vraiment le meilleur pour cette année scolaire. Ça doit être quelque chose. Le jour de l'ouverture d'une école, ça doit être quelque chose de formidable. Le jour où ton projet qui était abstrait jusque-là devient une réalité avec des gens qui attendent que tu ouvres la porte, ça fait quand même un petit frisson, je pense. On avait 3 invités qui étaient des invités amicaux et ludiques et Damien en fait partie, il est là dans le chat, donc on lui dit un grand bonjour ainsi qu'à vous tous. Et puis le sommet des jeux. Et puis l'été n'est pas tout à fait fini. Et cette semaine, on recevait Captain Games hier. On reçoit Tribuo, donc Annabelle et Emilien de Tribuo arrivent aujourd'hui. On va parler de 3 jeux avec eux. Non, un jeu prétexte, le jeu qui vient après de Pommes 3 pains. Oui, petit éditeur prétexte qu'on connaît un peu pour 7 matchs notamment au départ, puis 2 Pommes 3 pains par la suite, des gros succès. Donc on est ravis, on démarre vraiment sur les chapeaux de roue cette semaine. 3 venues. Arrive aussi Ludovic Maublanc ce soir et il sera rejoint par Guillaume Shifumi pour Lucky Duck en fin de semaine. Ça arrive demain, Guillaume, je crois. Mercredi, c'est ça. Déjà demain. Et ça vous fait une belle semaine en notre compagnie. Si vous êtes là le matin, vous allez pouvoir en profiter. On va s'amuser, c'est super. Et ce qu'on n'a pas dit encore, c'est la matinale Johan Levé de jeudi. Oui, donc alors, c'est une grosse semaine. On l'a pas encore calé. C'est pas encore calé. À partir du moment où il a dit oui. Oui, on va voir comment on se débrouille. Il a plein d'idées, Johan. Ça peut être très très chouette, mais il travaille sur plusieurs trucs en même temps. Alors, j'ai un iPad, je le dis pour Pierrot, qui est juste devant. Je me suis enfin décidé. Et tu vois, hello oui. Mais oui. Je savais bien qu'il avait dit oui. Je me suis enfin décidé à acheter un iPad. Je le dis pour Pierrot qui est sur le chat parce que ça fait au moins 5 ans qu'on en parle, qui nous dit il faudrait peut-être ça pour essayer de dessiner aussi en déplacement. Je me suis décidé à en prendre un, ce qui fait que vous allez nous voir regarder la table un petit peu parce que ça y est, on est vieux et c'est plus difficile nous de regarder l'écran qui est à 4,50 m devant nous pour pouvoir lire les petits textes, pour pouvoir suivre ce qu'on vous annonce. Ça nous est bien nécessaire, donc là on sera là et on va pouvoir regarder ça avec intérêt. Il va falloir que tu m'apprennes, Pierrot, plein de choses sur le dessin parce que pour l'instant, je m'en suis surtout servi pour un monde de jeu, pas encore beaucoup pour ce fameux métier de dessinateur que je fais occasionnellement à mes heures perdues, mais qui me permettent de faire mon salaire. Martin 3.0, nous dit Pierrot. Mais je voudrais bien savoir où est le 2.0 quand même. Il n'y a plus les jeudis avec Pénélope. Si. Alors, première chose, effectivement. Je ne vais pas vous refaire les annonces de rentrée parce qu'on les a faites dans l'émission. Et puis, dans l'émission. Elles arrivaient même un petit peu plus tard. Valménier, donc vous allez je les ai mises dans le bilan. Vous allez pouvoir le retrouver effectivement sur notre site. Vous allez pouvoir regarder de nouveau toutes ces annonces qu'on a déjà faites. Regardez, hop, je vous mets la vignette ici. Allez voir donc cette émission-là. On a diffusé 37 émissions pendant ce sommet des jeux. On rappelle que c'est un événement sur lequel tous les éditeurs, les professionnels, en tout cas qui le souhaitent, se réunissent dans les Alpes pour pouvoir déjà passer un bon moment, une semaine de pré-rentrée, et en même temps communiquer, puisqu'on a installé un studio, communiquer sur pas mal de jeux et faire beaucoup d'annonces. Donc ça nous a permis de découvrir beaucoup de choses qu'on a condensées. On sait très bien que vous n'allez pas regarder les 37 émissions, vous allez regarder celles qui vous intéressent le plus. La dernière, elle vaut le coup si vous êtes attaché à notre chaîne, puisque c'est là qu'on fait toutes les annonces. En ce qui concerne Pénélope, elle est en vacances cette semaine. Elle rentre début septembre. Donc on continue à faire une émission avec Pénélope. Ça sera plus les actus ludiques pour une raison très simple, c'est que d'une part l'équipe s'agrandit, donc on a la capacité de pouvoir gérer ces actualités toute la semaine et on a le besoin de pouvoir gérer ces actualités toute la semaine. Il se passe un truc hier, on a envie d'en parler aujourd'hui, de faire un encart. Et dans ce cas-là, c'est un peu absurde d'attendre le jeudi spécifiquement et d'être en retard par rapport à tout le monde. On a envie d'être pertinent. Par contre, tout le reste, on le garde, et puis on fera encore de l'actu avec Pénélope, bien sûr, s'il y a des sujets qui sont un peu transversaux. C'est les mêmes contenus, mais c'est dans les formats qui changent légèrement. En fait, c'est une rééditorialisation des contenus. Vous allez vous y retrouver, c'est juste, il y aura peut-être un temps d'adaptation, parce que ça ne va pas ressembler à ce que vous avez vu l'année dernière, mais c'est les mêmes contenus, il y aura la même chose dans les émissions. Juste que les émissions changent un peu. Et il y aura peut-être plus de Pénélope d'ailleurs. Je mets un peut-être parce qu'il faut le temps qu'on se rôde, mais on a prévu de faire une matinale hebdomadaire et on a prévu de faire un format sur la chaîne plus critique qui nous manquait un peu. Donc vous voyez,
on ne va pas manquer de rien. Après, c'est juste reprendre ses habitudes. On a besoin de changement, hein, on ne vous le cache pas. Nous, de manière générale, on a besoin de bouger les lignes de temps en temps aussi pour se retrouver ravis de pouvoir faire une rentrée. Je sais bien que pour beaucoup qui prennent des habitudes, c'est surprenant les changements, et en même temps, ça nous permet de varier les plaisirs et de découvrir des choses. Merci à Joss qui a pris un abonnement. C'est son 20e mois d'abonnement. Plexis également qui s'est abonné avec Prime, c'est son 20e mois également. Merci beaucoup à tous ceux qui nous soutiennent. Tu montrais tout à l'heure la page de Notion avec la vignette qui contient toutes les personnes qui font partie de l'équipe ou de l'équipe élargie. J'avoue que voir cette vignette, ça me rend toujours très heureuse. En fait, je me dis en la regardant, sur cette image, il manque du monde, mais c'est déjà une grosse partie de l'équipe. Et à chaque fois, je me dis, mais quelle chance d'avoir réuni toutes ces personnes. C'est vraiment chouette. Franchement, cette année qui s'annonce, je vous l'ai marqué dans le texte, vous le voyez en dessous, mais je pense qu'elle va être vraiment chouette. Alors là, sur la vignette, vous voyez effectivement l'équipe d'un monde de jeu et Stéphane, qui organise les Hauts de Valménier, mais qui ne participe pas à un monde de jeu le reste de l'année. Celui qui est ici, là. Est-ce qu'on voit ma souris? Oui, voilà. Stéphane, qu'on aime beaucoup, qui nous permet de faire le sommet des jeux. C'est un type d'une gentillesse incroyable. Sur la vignette, évidemment. Ouais. Le reste, c'est l'équipe d'un monde de jeu, et il manque, disons-le, Damien qui est présent sur le chat, mais qui a un métier, malheureusement. Damien, on ne l'a pas débauché non plus. Et Guillaume qui fait les montages et qui nous a accompagnés toute l'année dernière sur les événements. Il a loupé le sommet des jeux, parce qu'il ne pouvait pas venir, hein, on lui a proposé évidemment. Et Damien aussi, d'ailleurs. Il manque aussi Jube et Jérôme. Il manque Jube et Jérôme qui sont plus occasionnels sur la chaîne, parce que Guillaume, on l'a vu vraiment sur les événements, sur à la fois le Sablier d'Or et le Festival des Jeux de Cannes. Voilà pour l'équipe en dur. Et après, bon, mais il y a pas mal de gens qui gravitent autour d'un monde de jeu, évidemment, qui ont fait participer occasionnellement à nos formats. Sur les annonces, il y a eu beaucoup d'annonces. Vous allez pouvoir tout retrouver sur le site internet. Donc si vous vous connectez, on va se connecter au site internet. Hop, je vous le montre pour ceux qui... Je fais un dernier rappel de tout ça. Parce que quand même ça, l'arrivée de Rachel, les nouvelles évolutions de la chaîne, c'était les scoops 68 et 69. Ça veut dire qu'avant, il y a 67 scoops géniaux que vous pouvez aller retrouver sur le site et qui concernent vraiment l'actu des éditeurs et pas la nôtre. Donc à part que tu as perdu et retrouvé ton rasoir électrique, tout le reste, ça concerne les éditeurs. Oui, il y a quelques bêtises, on ne se prend pas au sérieux, hein, rassurez-vous. Le site internet, quand vous vous connectez, vous avez généralement les dernières vidéos qui ont été postées en une. Donc là, ici, c'est sur Captain Games. Ensuite, des petits bilans sur différentes sections. Donc si vous cliquez sur Sommet des jeux, vous aurez accès au contenu du Sommet des jeux. Alors on a eu un petit souci, c'est que Notion, le site sur lequel on s'appuie pour créer ce site internet, a modifié son code pendant Valménier d'ailleurs, ce qui fait qu'on a un service qui nous permet d'avoir une interface, cette interface noire, qui n'est pas idéale forcément, d'ailleurs on s'en passera peut-être un jour. Ce service nous permet de présenter ce qu'on veut et puis de masquer d'autres choses. Que ça fasse plus site internet que de consulter une page Notion qui est quand même un outil de travail. Oui, ça fait plus site que base de données. Si on enlève cette interface, ça fera base de données. La mise au jour de Notion a mis le service qu'on utilise en PLS, qui fait qu'il y a plein de pages qui se sont retrouvées hors ligne et qu'on recharge manuellement. Alors je ne sais pas comment ça marche sur les jeux, sur toute notre base de jeux. Je n'ai pas été voir toutes les fiches, mais vous risquez de tomber sur des pages qui ne fonctionnent pas. C'est pas la peine de nous envoyer des mails parce qu'on risque d'en recevoir trop, mais là tout de suite on est en train de regarder, et peut-être que j'enverrai un mail au service en demandant s'ils peuvent pas recharger notre site de manière générale. Donc vous allez retrouver les informations nécessaires sur le sommet des jeux. On va cliquer dessus. Hop, ça tu l'as mis à jour hier je crois. Normalement oui, voilà. Et avec avec un peu d'endurance, j'ai envie de dire, parce que vraiment, c'était pas évident de mettre en ligne. Donc, vous avez par éditeur, en dessous de la vignette qui correspond à sa vidéo, toutes les petites annonces qui ont été faites pendant les lives. Donc voilà, vous pouvez regarder les vidéos si vous avez envie de passer un bon moment avec les différents éditeurs et de voir les images, et puis lire simplement les news. Elles sont toutes présentes ici, si vous voulez faire un petit récapitulatif et commencer l'année tranquillement. Il y a eu du beau monde, hein, il s'est passé plein de choses, c'était vraiment un très chouette moment. Eh ben, tu vois, c'est pas chargé jusqu'au bout, donc il faut qu'on recharge encore le... C'est un peu pénible. Ça s'arrête à 43, ça devrait s'arrêter à 69. Il y a un petit souci, je m'en occuperai après. Exactement, bon, voilà. On va réactualiser tout ça en boucle jusqu'à ce qu'on ait toutes nos pages complètes. Voilà pour
Le petit bilan de Valménier, on va pas s'attarder plus là-dessus parce qu'on a pas mal de choses à partager avec vous. Si vous cherchez les dates du Valménier l'année prochaine, c'est sur le site et je peux vous les dire tout de suite, ce sera du 15 au 22 août. Donc rendez-vous dans un an pour suivre les inscriptions n'ont pas commencé. La 4e édition du Sommet des Jeux. Attendez d'avoir un mail de Suzel, il n'arrivera pas maintenant. Il arrivera, l'année dernière, il est arrivé un peu après Cannes. Donc il n'y a pas d'urgence à lui écrire pour savoir quand est-ce qu'on s'inscrit. Bracousa nous dit j'ai pas suivi Valménier au début de l'été, grosse réflexion sur l'avenir. Et là, un monde de jeu, c'est 10 personnes. Non, un monde de jeu au début de l'été, c'était Aline et moi, grosso modo, en termes de personnes récurrentes vraiment tout le temps. Et puis quelques copains qui gravitent autour de nous. Aline en salarié. Et puis moi en non salarié, là, à partir du 1er octobre, ça sera Aline, Rachel et moi toujours. Et donc, c'est pas 10 personnes non plus, hein, en termes de salariés, on peut pas se permettre ça, évidemment. Après, l'équipe que vous voyez sur la photo qu'on a montrée, c'est Johan, Suzel, Céline, c'est déjà des personnes grâce à qui les Sabliers d'Or c'est possible, et grâce à qui le Sommet des Jeux c'est possible. Ça, c'est pas une nouveauté, c'est des gens qui nous accompagnent sur d'autres événements. Ils sont pas du tout salariés. On adorerait. On a de toute façon un enjeu financier qui est très fort pour cette année-ci. On a envie que ça marche bien, tout simplement, et on a envie d'avoir du budget pour pouvoir se permettre des choses, des visites, des déplacements, plein de choses. Donc on se retrousse les manches, on essaie de trouver toutes les bonnes idées. Du travail et la fête en même temps. Quand on s'est posé plein de questions et qu'on a fait des sondages, ce genre de choses au début de l'été, on savait déjà que certaines évolutions auraient lieu, mais c'est aussi... donc il y avait des interrogations, peut-être, mais il y avait surtout l'envie de bouger les lignes et puis de vous sonder, tout simplement. On continue avec le mois de septembre. Tu as commencé à annoncer ce qui allait se passer en septembre, Aline ? Alors, je ne l'ai mis que sur le site. Je vais le mettre sur Instagram aussi. Mais vous avez sur la page de l'émission d'aujourd'hui toutes les venues de septembre. Donc, très vite, on va recevoir la boîte de jeux. Ils viennent présenter Insurrection et Butterfly Effect. On va recevoir ensuite Antoine de Lumberjack qui sera accompagné de Ludovic Maublanc qui n'aura pas beaucoup besoin de bouger. Il arrive ce soir. Et Christine Alcouf pour Alice de l'autre côté du miroir. Ça va être chouette, ça. Des jeux qu'on a, et pour la boîte de jeux et pour Lumberjack, très hâte de voir arriver. Oui, déjà, donc ça c'est 3 venues cette semaine, 2 la semaine prochaine. C'est beaucoup, 2 venues pour nous sur une même semaine, c'est déjà un gros planning. Ensuite, on va recevoir un petit peu de jeux enfants, puisqu'on a Kiwizu, David et Nathalie de Kiwizu qui viennent présenter la gamme Kiwizu et les prochaines sorties de cette gamme. Si vous ne la connaissez pas encore, cette gamme-là, ce sera l'occasion de venir écouter ça. Et il y a une vraie démarche un petit peu différente au niveau des choix d'illustrateurs chez Kiwizu qui lorgne un petit peu du côté de l'album jeunesse pour trouver des illustrations, ce qui fait un petit coup de frais aussi avec des illustrations qui font penser aux livres pour enfants. Ensuite, Benoît Forger et Inès Ottman de Spaceco qui viendront nous parler à la fois de Spaceco et d'Asmodee Kids. On recevra ensuite Cédric Lefebvre et Anne-C Lefebvre pour Ludonautes qui viennent à la fois nous présenter un jeu et nous raconter l'histoire de Ludonautes. Et puis ça continue puisqu'on recevra pour la première fois Giordano d'Intrafort. J'adore les premières fois, moi. On recevra ensuite Super Meeple, Bernard et Cédric Millet pour Thésaurus. Et on terminera avec l'avenue de Pauline et Manon de Gigamic pour le line-up de rentrée de manière un petit peu plus approfondie que ce qu'on a pu faire au Sommet des Jeux. Mais si vous voulez déjà anticiper leur venue et regarder ce qu'on en a dit au Sommet des Jeux, il y a déjà une bonne part du line-up qui était montré. On a Papa Joueur sur le chat qui nous dit « Bonjour Martin et Aline, ravi de vous avoir croisé dans les couloirs de Valménier. Vivement l'année prochaine. » Il a déjà pris rendez-vous pour l'année prochaine. Nous aussi, on était très contents. Malheureusement, sur ce Valménier, il a dû me croiser un peu hagard d'ailleurs, parce que je courais dans les couloirs, vu que je suis arrivé juste la veille, moi, du Sommet des Jeux. Alors que l'année d'avant, on avait réussi à se garder une semaine de vacances avant. Mais cette année a été vraiment beaucoup trop chargée, donc j'ai dû couper. Toi, tu étais là un peu plus tôt, hein. Mais moi, j'ai dû couper mes vacances. Je n'ai pas fait de vacances cette année. Voilà, comme ça. J'espère que l'année prochaine, justement, Papa Joueur, on aura l'occasion de jouer ensemble et que je serai là plus tôt pour pouvoir partager si jamais tu reviens la semaine d'avant le Sommet des Jeux. C'est l'objectif. Mais on y arrivera cette année. Je suis très, très confiant. Ça a été une année vraiment de beaucoup de travail. Donc vous le voyez, le mois de septembre est bien chargé, on a pas mal de choses, pas mal de venues. Ça, c'est une bonne nouvelle. On est en train de préparer. Et c'est sans compter le festival de Vichy en plus. Ouais, il va se passer pas mal de choses sur cette période-là.
On va regarder les sorties, alors on va pas bien le faire. C'est-à-dire que là, on va le faire le mieux possible, évidemment, mais on n'est pas encore. On va vous préparer un format spécifique sur les sorties pour pouvoir les traiter de la manière la plus intelligente possible. Vous l'avez vu aux annonces qu'on vient de faire, on a énormément de travail d'accueil, de tournage de vidéos de présentation, des vidéos qui sont sur notre chaîne principale, et pour l'instant, on est en sous-effectif pour gérer d'autres contenus qui seront, j'espère, j'en suis sûr, un peu mieux présentés à partir d'octobre. Pour l'instant, on fait comme on le faisait l'année dernière, on vous cite les sorties de la semaine, celles dont on a entendu parler. On n'est sans doute pas à jour, on le sait bien, parce que je n'ai pas appelé tous les éditeurs séparément pour vérifier que les jeux dont on vous parle sont bien des sorties de cette semaine. Peut-être qu'il y a des décalages, j'ai pas tout regardé ce matin, mais voilà. Ce qu'on va faire, c'est qu'on vous parle des sorties de cette semaine, et puis on va discuter ensemble de on le prend ou on le prend pas, tu vois, tout simplement. Okay. Est-ce qu'on le rajoute à son panier ou est-ce qu'on ne le rajoute pas à son panier? Ok, très bien. On va regarder ça tout de suite. On va commencer par un jeu qui était sélectionné au Sablier d'Or. Il s'agit de Moonlight. Attends, je regarde quelle page j'ouvre. Ouais, j'ouvre ces pages-là, c'est très bien. Donc Moonlight, il était sélectionné au Sablier d'Or, vous le connaissez, vous avez eu l'occasion de le voir. C'est un petit jeu, hein, parce qu'on est à une dizaine d'euros avec ces toutes petites boîtes qui sont publiées par la boîte de jeu. Petit jeu pour 2 joueurs uniquement, malin, dans lequel il y a une part de bluff, mais beaucoup de tactique. C'est vraiment la catégorie des jeux tactiques, il y en a quelques-uns comme ça. Moonlight, c'est toute petite boîte. C'est une gamme qu'il continue à faire chez la boîte de jeu, sur laquelle il cherche des nouveaux jeux, on en a vu d'autres. C'est aussi la gamme de Wizard's Cup. Ouais. J'avais déjà aimé. Moonlight, moi j'adore ce jeu. Je le mets évidemment dans mon petit panier. Je sais pas comment tu dis. Ouais. Je le mets dans mon petit panier. C'est petit, ça rentre dans mon sac à main. J'ai exactement le joueur qu'il faut à la maison avec mon fils qui aime ce genre de jeu. C'est hyper malin. C'est super beau. Les illustrations de Naomi Chevalier, elles sont splendides. Donc franchement, oui, moi je le mets dans mon petit panier. Comme à chaque fois, donc je vous montre. Il y a Damien qui nous dit je vais à la douche. Je vous montre le site, là on est sur notre site internet, j'ai ouvert la fiche, alors c'est en version blanche, hein, mais si vous l'avez en version noire, la fiche du jeu, sur nos sites internet vous avez des liens affiliés. Je vais insister sur tout ce qui nous permet de nous financer également. Si jamais vous avez votre boutique locale, vous achetez dans votre boutique locale, évidemment, mais si vous avez l'habitude de commander par internet et que vous risquez de le faire, utilisez nos liens dans ce cas-là, puisque c'est la même démarche, mais nous, on aura une petite aide pour notre site internet. Donc Moonlight, évidemment. Attends, je vais chercher un crayon, Aline, je te laisse broder. J'ai un crayon, regarde. Ouais, bah oui, mais on a pas feuille. Voilà. Donc en fait, une feuille. Vous pouvez retrouver toutes les infos sur le site et aussi sur YouTube, puisque ce jeu faisait partie des Sabliers d'Or. Ah bah oui, alors là, vous avez la règle par cœur. Vous pouvez pas dire que vous le connaissez pas. Ah, vous pouvez pas dire ça, hein. S'il y en a un qui le dit là sur le chat, ça va mal se passer. Donc, c'est là qu'on se fait peur en fait, parce qu'à chaque fois, ça vaut le coup quand même de se dire, j'ai mis Wittberg pour Martin. Non, mais Aline et Wittberg. Je sais pas, mauvais réflexe. Martin, c'est plus son prénom. Pourquoi on le dit? J'ai oublié mon prénom en live. Ah, c'est un poème, Martin. C'est vrai, ça c'est moi ça, la poésie. Alors, toi, tu le mets, Moonlight. Hop. Oui. Donc 10 euros pour Aline, on est obligé, hein, c'est le Sablier d'Or. Oui, c'est un jeu à 2, Marina. Ouais, et puis très agréable, vraiment, on a pris beaucoup de plaisir à jouer, c'est super malin avec ces petits... ça se joue en plusieurs manches gagnantes, et en fait, à la deuxième manche, vous allez récupérer... Je ne rentre pas dans le détail, on n'a pas mis de visuel de partie, on aurait dû le faire, tu vois, à la fin du jeu, j'aime bien, moi, avoir un petit visuel. Non. Ouais. Allez, ben je rajouterai. On le mettra. J'aime bien ce côté progressif de la partie, c'est-à-dire, là, au départ, tu fais une manche, tu t'affrontes, tu essaies de faire des points en plaçant les cartes, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais on construit un tableau devant soi. Mais à la deuxième partie, tu as les cartes loups qui se rajoutent, qui vont rendre plus puissant un joueur. Donc c'est marrant, ça change. Il y a une dimension épique qui monte en intensité au fil de la partie. Deuxième jeu dont on vous parle, c'est Duel pour Cardia. Cardia, c'est écrit en plus gros que Duel pour, ce qui fait qu'on l'appelle Cardia généralement. C'est un jeu qui est signé par Mathieu Rivero et Fauzi Bougda, c'est ça, hein? Bougida, oui, pardon. Je suis un peu loin de l'écran. l'écran. Ou même Bougida, je pense. Peut-être. Et Duel, donc on connaît très bien Mathieu Rivero parce que vous le connaissez sur Ludovox, il présente des tonnes de jeux. Duel pour Cardia, c'est aussi
un jeu tactique pour 2 joueurs. Voici quelques-unes des cartes que l'on va voir juste derrière. Donc on va jouer avec des cartes, on va essayer de les ordonner pour essayer de surprendre son adversaire et remporter la partie. On est sur une toute petite boîte de jeu. J'ai trouvé les mécaniques plutôt agréables. On y a joué un petit peu, pas énormément, mais j'ai trouvé ça assez chouette. On est un peu dans la même catégorie d'une certaine manière. Moi, j'ai pas encore joué. T'as pas encore Donc eu je l'occasion d'y jouer ? réserve mon avis, mais ça a l'air d'être un jeu qui peut me plaire. Il se joue de 2 à 4 en réalité, mais que de 2 avec la première, À 4 la avec 2 première boîtes. boîte. Il faut 2 boîtes, c'est 2 ou 4 je crois. Attends. Il me semble que c'est ça qui est noté sur la boîte. Ouais, 2 ou 4. Et il faut 2 boîtes dans ces cas-là. Merci à Asmodée qui nous a envoyé 2 boîtes. D'ailleurs directement, c'est publié par Hansing Gluck et donc Gluck, et c'est Asmodée qui le distribue en version française. Donc voilà, pour ce petit jeu-là, on est un petit peu plus cher que Moonlight. C'est très très gros tirage, Asmodée y croit pas mal. Rien n'est indiqué dans la règle à ce sujet. Au fait de jouer à 4, ah bon ? Moi j'ai été surpris par le dos des cartes sur ce jeu-là. Si je dois faire une petite critique, les dos des cartes se ressemblent beaucoup. Tu as deux paquets qui sont violets pour les 2 joueurs alors que tu joues pas forcément ensemble. Et j'ai eu du mal au départ à la mise en place du jeu. Après je pense qu'on s'y fait très très vite, hein. C'est une toute petite remarque. Ensuite, on continue. Jeu suivant, Miroir Magique. Toi tu y as joué celui-ci ? Alors, je l'ai vu en présentation par Ouais. Gigamic lors du sommet des jeux et on comprend facilement le système. On a des cartes qui représentent une composition d'illustrations et en utilisant un petit miroir, on va pouvoir, par symétrie, faire de cette illustration qui est pour le moment quelque chose qu'on n'identifie pas, une succession de petites jupes, petites lampes et choses qu'on va pouvoir réaliser par symétrie en utilisant la moitié qui est dessinée, la moitié sur le miroir. Je ne sais pas si en termes de gameplay je le mettrais réellement dans ma ludothèque personnelle, mais alors par contre pour l'école je l'aurais mis directement dans ma ludothèque. C'est quelque chose qui est extrêmement intéressant à faire avec les enfants. La symétrie, c'est un concept qui est compliqué à mettre en œuvre. Utiliser ce genre de système dès le plus jeune âge pour qu'une fois arrivé en fin de primaire et au collège, les exercices de symétrie soient plus simples, c'est une très bonne idée. Après, j'ai envie de le tester avec des enfants pour voir à quel point c'est ludique. Ça, pour le moment, je réserve aussi un petit peu mon avis. Ça me paraît une bonne idée, ça me paraît un concept sympa, mais je veux faire la partie avec les enfants. Voilà pour Miroir Magique. Ensuite, on va continuer avec The Crew Family. Donc, alors, on passe plus ou moins rapidement sur les différents jeux. Donc, la nouvelle version de The Crew qui va pouvoir se jouer, vous l'avez compris, en famille. C'est toujours un jeu de Thomas Singh. C'est toujours un jeu qui a gagné le Spiel ou l'As d'Or. Les deux, je crois. Je ne sais plus. Je ne sais plus s'il a eu les deux ou s'il a eu que l'As d'Or. Donc, on a le gameplay de The Crew, comme c'est indiqué, avec un cadre de Robinson suisse. C'est toujours thématisé, mais ça reste un jeu de pli. Nous, on n'a pas forcément le public pour ce genre de jeu. J'allais finalement. dire, j'y ai pas joué, mais je prends direct. J'ai beaucoup aimé The Crew. Toi, t'as beaucoup aimé. Non, Aline le prend. Moi, je le prends parce que la version famille de ce genre de jeu, je suis au moins très curieuse. Et moi, ça me rappelle ça me rappelle des jeux des jeux plus classiques que ça, mais faits en famille quand j'étais petite. Et c'était vraiment des très bons moments. Donc, je suis au moins très curieuse. Et je me dis que c'est le genre de jeu que je prends pour le tester. Je le prendrai direct pour le tester. J'aimerais beaucoup, mais on n'a pas de tradition de jeu de pli à la maison. Non, donc, c'est vrai. On y joue assez rarement, mais les jeux de pli, j'aime bien à la base. Donc ça me dirait plutôt. The Crew, c'est des sensations que j'avais adorées. Après, il faut choisir. Mycelia Prisma, ça, tu prends aussi celui-là ? Ah non, The Crew Family. Mycelia Prisma. Notre budget. Et c'est des petits. Pour le moment, c'était des petits jeux. Mycelia Prisma, c'est l'extension de Mycelia, donc ça rajoute une petite couche supplémentaire. Si vous avez aimé ce jeu publié par Ravensburger, signé Daniel Greiner, dans lequel vous allez placer, c'est un peu tactique aussi, puisqu'on place des petites gouttes, je ne sais pas le plateau ici, mais on place des petites gouttes sur un quadrillage qu'on va déplacer avec ces cartes. Là, on rajoute une dimension supplémentaire, ça ne le rend pas beaucoup plus complexe, mais ça le rend plus riche. Il y a un peu plus à analyser, c'est plutôt une bonne extension, j'ai bien aimé y jouer. Par contre, je ne suis pas un grand joueur de Mycelia, je n'ai pas enchaîné non plus les parties, donc celui-ci, je ne vais pas le prendre particulièrement, mais c'est chouette d'avoir une extension sur ce jeu-là. Il faut qu'on sélectionne, nécessairement. Je prendrais plus volontiers le Cookie Party, qui m'a bien amusé en Roll and Write, également chez Ravensburger, par Ralph zur Linde. C'est un jeu de société qui est assez simple,
On a fait une vidéo dessus également, et j'ai bien aimé la partie qu'on en a faite. J'ai bien aimé aussi. Ralph Dorlin 2, c'est un des spécialistes du roll and white, il en a fait pas mal. Donc celui-ci, je trouvais ça simple. On a un petit plateau quadrillé dans lequel on va faire les bords, on va les surligner en noir, et on va essayer, c'est une petite compétition pour avoir toutes les couleurs avant son adversaire. C'est simple. Est-ce que je le prends, est-ce que je le prends pas? Je me réserve pour l'instant, mais celui-ci, j'en ai fait 2 ou 3 parties. Prends-le et on mangera des cookies. Je le note pour l'instant, je suis pas sûr encore. On essaye de jouer le jeu parce qu'en vrai on les a tous ces jeux-là. Je les ai pris d'ailleurs, il est à côté Cookie Party. C'est vrai que j'aurais pu le montrer. On aurait pu très bien montrer les jeux parce qu'on les a ramenés. Ouais. Hop, pas tous, pour l'instant. Et ici, ça donne aussi une idée de la boîte et, et du format que ça peut avoir. Moonlight est là, Cookie Party, hop, je vous le montre. Hop, pour le moment, et Mycelia. Mycelia Prisma, voilà. Ça donne une idée, je trouve, de l'encombrement de la boîte et de la taille aussi du jeu. Hop, et Cardia. J'aime beaucoup trop les jeux à effet loto, nous dit Rachel. C'est un peu le cas de Cookie Party. Effectivement, il y a ce côté-là. On enchaîne, jeu suivant, avec Brick Like This. Donc ça, c'est une réédition, un jeu de Luca Benini, Dotted Game. C'est distribué par Asmodée aussi. Et c'est une réédition d'un jeu qu'on avait déjà vu. Je me souviens plus du titre qu'il avait précédemment. On joue avec des Lego. Jeu de société qui utilise les Lego, j'avoue que je suis pas fan. Moi. Pour l'instant, les Lego, j'aime bien jouer aux Lego avec. Là, on va essayer de reproduire des formes telles que vous voyez sur la couverture, qui expliquent un peu le jeu quand même. Je trouve ça sympa, mais en vrai, je crois que je m'en fiche un petit peu. Je fais pas du jeu de société pour ce type de jeu. Il y a tout à fait un public. Je suis pas forcément en train de critiquer. Je n'hésiterai pas à critiquer s'il le fallait, mais là, je suis pas en train de critiquer. Je vous dis simplement que c'est pas tout à fait un jeu qui m'emballe particulièrement. Un joueur décrit un édifice Lego, donc il a sa carte devant lui, il le décrit, son coéquipier doit le bâtir et il faut le terminer avant les autres équipes. On est dans une dimension coopérative. Ça crée des émotions qui sont sans doute très sympathiques, mais je suis déjà pas un très bon équipier. C'est à jouer avec tes enfants s'ils sont super fans de Lego, je trouve. Pour moi, c'est plus un exercice qu'un jeu, ça m'amuse pas énormément. Mais elle a raison, Marina, elle dit c'est vrai, ça ressemble à ça, un jeu de communication. Oui, c'est ça. Mais ça, je crois que ça a bien marché, donc il y a un public pour ça, je suis juste pas de ce public-là. Docteur Pilule version 2025, nouvelle édition du Docteur Pilule de Guillaume Brunier, Jean-Philippe Caro et Jacques Exertier. C'est un jeu un peu foufou, Docteur Pilule, qui est publié par Yellow. On essaie de faire deviner des mots, mais il n'est pas si vieux, le premier Docteur Pilule. J'ai jamais joué. C'est vrai? Si, on y a joué ici. C'est vrai que ça me rappelle rien. Ah ouais? Donc voilà, un petit jeu dans lequel on va jouer avec les mots aussi. C'était sympathique de mémoire. Je ne suis pas forcément non plus le public de ce genre de jeu. Il y a de nouvelles éditions qui sortent, donc on passe assez rapidement. Genre 2016, nous dit-on, Actarius. Ah d'accord, donc ça date un peu quand même. Acriux, t'as un truc ce matin? Ouais, je fais un petit AVC. Rajoute des lettres. Ça va m'inquiéter, Martin. Pas le choix. Donc là, on est sur un jeu de déduction où on doit faire, je vous lis le pitch, on doit faire deviner 3 mots dans Pas le choix. Avec une contrainte majeure, vous n'avez aucun contrôle sur les indices à utiliser. Donc c'est un jeu qui est signé, c'est le jeu de Yoel Sayada, je replace les informations, et Frédéric Martinez. On est dans ces fameux jeux de catégorie un peu Codenames, ce type de jeu-là, sauf que cette fois-ci, les mots te sont imposés. Tu sais, dans Codenames, tu choisis tes mots pour faire découvrir aux autres joueurs. Là, cette fois-ci, tu as des fiches, il va falloir que tu te débrouilles avec les mots qui te sont imposés, mais ça n'empêche pas d'être malin. Donc on est souvent de la contrainte née l'intelligence aussi, donc il va falloir se débrouiller. Tu vas combiner les mots qui te sont proposés pour les associer avec les mots que tu dois faire deviner. Donc c'est à toi de voir la meilleure combinaison, le nombre de cartes que tu vas utiliser. Quelquefois, ça va être très simple, tu vas utiliser qu'un mot ou deux pour faire deviner le mot cible. Quelquefois, tu vas en utiliser plus de tes mots imposés pour faire deviner un deuxième mot cible, parce que c'est un petit peu moins simple ou que ta combinaison de mots, elle marche bien ensemble.
Le dos de boîte explique ça clairement. Tu dois faire trouver Caraïbes, tu mets ensemble mystérieux et chaud, et le reste, tu le répartis dans les autres mots que tu dois faire deviner. Tu as 4 séries de mots devant toi, tu choisis un mot par la carte, et tu dois en faire deviner que 3 parmi les 4 séries. Voilà, donc c'est un type de jeu que j'aime plutôt bien, moi, en groupe. Ça peut me plaire de jouer à ce genre de choses. On en a eu beaucoup, des jeux de devinettes, des jeux coopératifs. On en a eu pas mal. C'est pas ce qui m'excite le plus à la base, donc je fonce pas vers ces jeux-là actuellement. Mais par contre, je prends toujours beaucoup de plaisir à jouer à ce genre de jeu. Je vous avoue que je n'ai pas encore joué à pas le choix. Moi, j'y ai joué. Je trouve que c'est malin, mais je crois que je préfère quand même quand c'est moi qui donne le mot. Oui, c'est une variante en fait. Mais c'est bon, on va pas refaire comme NMS à chaque fois, donc c'est un autre type de jeu autour de ça. C'est pas. Moi aussi, je préfère comme NMS. En fait, mon préféré, ça reste Pyramide. C'est bête, le jeu d'association de mots qui a eu droit à son émission de télévision. Ça reste le principe le plus épuré. Et parfois, on l'avait dit sur Modi Modi, c'est super Modi Modi, mais de temps en temps, je me dis, en fait, j'ai aussi envie de rejouer à Pyramide. C'était tellement bien, Pyramide. Tu attends le jeu qui te fera oublier Pyramide. Ouais, peut-être. Mais en même temps, il ne faut pas comparer. C'est juste des propositions qui sont différentes. On n'est pas obligé de jouer qu'à un seul jeu. Et c'est bien, justement, d'en avoir différents. On n'est pas toujours obligé. Parce que c'est vrai qu'on a cette tendance-là de dire, oui, mais je préfère celui-là. D'accord, mais on a besoin de changement. C'est vrai, mais moi, je constate que les jeux que j'aime beaucoup, qui sont des cryptos ou Soclover ou Codenames, c'est moi qui fais l'association à chaque fois, dans Modi Modi aussi. Et c'est ça que j'aime bien en fait, c'est cet exercice-là. Alors ce jeu-ci est très sympa, mais à voir ce que vous aimez faire. Si c'est un petit peu dur des cryptos ou Codenames sur ce plan-là, vous allez apprécier de juste associer les mots ensemble. On enchaîne, on continue donc avec... Ça on a déjà fait, hop, je range mes... Donc on a une édition anniversaire de Smash Up. Donc il y a plein de contenu à l'intérieur. Vous connaissez ce jeu dans lequel vous allez mélanger des types d'univers, des cartes pour faire des combos et affronter vos adversaires sur des petites plateformes qu'on va essayer de récupérer. C'est un classique, il a le droit à sa très grosse boîte chez Yellow. Si vous ne connaissez pas encore, c'est peut-être la bonne édition pour découvrir ce jeu qui est alors pas chaotique, mais votre victoire dépend beaucoup de vos adversaires en fait, de ce qu'on va vous laisser faire ou pas, mais c'est très très fun dans la thématique. J'aime bien Smash Up, j'adore l'univers, la création, j'ai eu du plaisir à y jouer. C'est pas le genre de jeu que je préfère, paradoxalement, mais tu vois, tout l'habillage, tout ce qui a été créé autour me plaît plutôt bien. Celui-ci, bon, j'ai pas forcément besoin de l'édition anniversaire parce que j'y joue pas, mais bon, c'est une belle édition. On a une extension pour Nucleum, si vous avez fait le tour et que vous voulez continuer à jouer à ce jeu de stratégie, c'est Atrafin qui nous propose cette extension Institut de recherche sur l'énergie. Donc, moi je ne veux pas la prendre. Toi, Aline? Non. Tu me coupes, si tu l'as. Incantibus, deuxième jeu qui a été sélectionné au Sablier d'Or cette année. Cléo et Charles Chevalier nous proposent ce jeu dans lequel vous allez utiliser vos baguettes magiques pour récupérer. On le voit ici. Alors la boîte est très impressionnante. Tu l'as juste à côté, Aline. Cette boîte-là, elle est très impressionnante parce qu'il y a, on le sait, souvent chez Studio H, un travail particulier sur le boîtage, sur ce qu'il y a à l'intérieur. Et on a envie de jouer avec le matériel. On a la vidéo, je l'ai allumée. Utilisons-la juste pour ce jeu-là parce qu'on a toujours du plaisir à vous montrer le contenu de la boîte. Voilà, donc là... Évidemment, ce n'est pas préparé, mais ça nous permet de vous montrer les petites baguettes. Les petites baguettes, c'est une des originalités du jeu. Nous allons désigner, il y a des éléments qui sont au centre de la table que l'on peut récupérer et les joueurs vont désigner ces éléments avec leur baguette en faisant 3, 2, 1, abracadabra plutôt. Il doit y avoir un sort magique spécifique à annoncer et on va montrer, et en fonction du nombre d'anneaux qui sont présents autour de votre baguette, vous avez la priorité dans le cas précis où vous auriez montré les mêmes éléments. Donc ça c'est assez malin, on a cet aspect là qui est astucieux et en plus les joueurs échangent leurs baguettes si jamais il y a eu un cas d'égalité, enfin un cas de confrontation. C'est assez chouette, c'est simple, c'est très élégant, c'est un très beau jeu, le genre de jeux qui sont bien finis, assez agréable à jouer en famille. Ouais, c'est super beau, c'est super rigolo. Voilà, c'est un jeu familial, par contre, ne vous attendez pas à quelque chose qui va vous ébouriffer d'un point de vue mécanique, ça reste très familial, très accessible, mais c'est un très bel objet, on a envie de l'avoir chez soi. Et du coup, on le prend dans notre panier.
Enfin, moi en tout cas. Toi, tu le prends. Moi, j'y jouerais pas énormément, je pense. Tu vois, c'est aussi ça. C'est-à-dire que si je devais faire un choix, ce qui est mon cas aujourd'hui, j'aurais tendance à privilégier les jeux auxquels j'ai des chances de rejouer beaucoup. Et avec mon groupe, en tout cas les joueurs avec lesquels je joue, c'est peut-être pas Icantibus que je sortirais le plus. Moi, avec les petits testeurs, ça va marcher très vite en fait. Tu vois, le paradoxe, c'est que j'aime moins Cardia, mais je risque de jouer plus. C'est le paradoxe, hein, c'est parfois surprenant. On prend aussi des jeux qui nous correspondent un peu. Ensuite, alors là, on passe dans les plus gros jeux, ceux auxquels j'ai pas joué. Donc je vais être assez. On va se contenter du descriptif éditeur. On a Scarabrae, j'ai pas eu l'occasion d'y jouer, celui-ci. Je les ai classés par ordre de prix. Les jeux, dans les présentations qu'on fait là. Là, on rentre maintenant dans. Il n'est pas si cher, hein, 36 €, j'ai noté. C'est un jeu dans lequel vous rassemblez des ressources, vous abritez des colons du néolithique dans le nord de l'Écosse. Alors le thème me plaît bien. Le matériel, quand on voit les visuels et ces très jolies photos, bah, ça me plaît bien aussi. Par contre, j'ai pas joué, donc je peux pas vous en dire beaucoup plus pour l'instant. J'ai pas vu le jeu. J'aimerais bien y jouer, vous donner des avis un peu plus éclairés là-dessus. Pour l'instant, je peux pas le dire, mais là, ça me tente très bien. C'est le genre de jeu sur lequel je vais attendre. Je vais être attentif aux bouche à oreille. Si on me dit non, faut y aller, vraiment, c'est super chouette, bah, j'irai avec plaisir sur ce jeu qui est publié par Garfield Games à l'origine. Pixie Games en version française, c'est Shem Phillips, l'auteur, évidemment. Je regarde vos commentaires. C'est reculé d'une semaine, lui dit Gatsby. Ok, c'est possible. J'ai pas vérifié, j'ai pris les dates la semaine dernière et j'ai pas vérifié cette semaine. Damien a fait une vidéo très drôle avec Pénélope. Est-ce que tu nous le conseilles, Damien? Est-ce que c'est un jeu que tu penses qu'il faut que je prenne? En tout cas, il nous conseille la vidéo. Oui, bah ça, oui. On enchaîne avec Exit calendrier de l'avant disparition à Hollywood. J'avais pas réussi à faire les exits précédents. Tu vois, ça me tentait beaucoup parce que c'est vraiment très chouette. Le calendrier de l'avant sort dès maintenant. Donc vous pouvez le prendre, le stocker. Il faut se dépêcher, je crois, parce qu'il s'arrache, ces calendriers de l'avant, pour le mois de décembre. C'est très chouette. Et en fait, moi, j'ai pas la régularité. Souvent, je suis débordé. Et des fois, je laisse passer 2-3 jours. Je me dis, bon, je ferai demain. Bon, je referai demain. Bon, j'ai 3 jours à faire le lendemain. Donc, en fait, j'y arrive pas. C'est paradoxal, mais j'ai du mal avec ces calendriers de l'avant. Alors que je trouve l'idée géniale. Je serais toujours tenté de le prendre, mais faut que j'y arrive. C'est pas si simple. On est sur un tarif de 37 €, d'après ce que j'ai noté. Après, c'est sympa à faire en groupe aussi, tu vois. Ouais. Ça, non, toi, c'est des énigmes, c'est pas... Eh ben, moi, les calendriers de l'avant, j'oublie toujours d'ouvrir la case. En fait, je suis une catastrophe à calendrier de l'avant. J'ai envie de les avoir, et une fois que je les ai, je les oublie. Donc, je pense que c'est vraiment pas mon produit. En termes de, tu vois, une case par jour, j'ai envie d'en ouvrir 2, un jour, j'ai pas envie de le faire. Ouais. Damien nous dit qu'il a bien aimé Scarabrae, qu'il nous le conseille plutôt. The Anarchy, c'est le jeu suivant. Donc là aussi, on est... sur un jeu qui est Garfield Games à l'origine, Pixie Games en version française, Bobby Hill, l'auteur du jeu. The Anarchy, les joueurs jouent le rôle de nobles anglais fidèles au roi Stephen. Pendant 5 tours, les joueurs doivent construire leur domaine, défendre leur château contre les attaques des armées d'angevins qui approchent et prendre l'assaut des forteresses. On est, vous le voyez au plateau, à l'univers graphique un peu marron, sur un jeu qui correspond à ce que je peux aimer a priori, mais là non plus j'ai pas eu l'occasion d'y jouer pour le moment, donc je peux pas vous en dire plus. Là aussi je vais être attentif au bouche à oreille, mais j'ai pas le bouche à oreille de Damien pour l'instant, donc je ne sais pas encore si c'est le genre de jeu qui peuvent me plaire. On va être attentif au retour des joueurs. Je l'ai pas, je peux même pas y jouer pour l'instant, mais pourquoi pas. On termine, il nous en reste quelques-uns. Final Fantasy Moogle Bounty Mayhem, beaucoup trop de mots dans ce titre pour un jeu à licence. Je suis pas du tout attiré par les jeux à licence de manière générale, mais là on est sur du Senshi Kanai, si je ne me trompe pas. C'est un jeu, donc Senshi Kanai on le connaît bien puisqu'il a fait notamment Love Letter, entre autres. Et puis le jeu chez Banquise il y a peu de temps, j'ai oublié le nom. Il a fait Brave Rats également, il fait des jeux en général assez malins, assez simples, donc on est sur... Ouais. Mais par contre, c'est une grosse boîte, c'est 45 €. Donc je serais très curieux de le découvrir, même si là, pour le coup, le thème ne m'attire absolument pas. Ni le Final Fantasy, les thèmes, les mécaniques, ni cet univers lapin, là, ça ne m'attire pas spécialement, mais quand on lit le descriptif, chaque joueur a
à une série unique de cartes combat, on pense à du Brave Rats, à ce genre de choses, sauf que la boîte est à 45 €, donc il doit y avoir quand même du contenu à l'intérieur. Je ne sais pas ce que c'est, mais je suis curieux de savoir ce que Senji Kanai a fait sur ce jeu-là. Star Wars Battle of Hoth. On dit Hoth ? Hoth, oui, on dit Hoth. Battle of Hoth. Adrien Martineau et Richard Borg. C'est un jeu donc dans l'univers de Star Wars, mais dans la mécanique de Mémoire 44. C'est juste génial. C'est vraiment... J'aime beaucoup déjà Mémoire 44. Le petit côté tactique, le petit côté... on joue à un jeu de petits soldats d'une certaine manière. On fait des choix stratégiques et en même temps, ces choix sont complètement guidés par les cartes qu'on a en main. Vous le voyez derrière la boîte sur le visuel de d'autres boîtes qui est ici. D'ailleurs, c'est la même photo. Je vous la montre là. On a un petit paravent avec quelques cartes et on choisit... C'est pas un paravent, c'est comment on appelle ça ? Une réglette. Une réglette. On choisit la carte que l'on va jouer en fonction de ce qu'on pense des cartes de son adversaire, de la stratégie qu'on est en train de mener. On essaye de marquer des points. J'adore dans Mémoire 44 avec ce côté historique, moi qui me touche personnellement, parce que ça raconte une histoire, on a envie de se documenter sur les batailles qu'on est en train de jouer. J'aime bien me replonger dans ce qu'a été l'histoire et ce qu'a été la Seconde Guerre mondiale. Je fatigue parfois sur tout ce qu'il y a autour de Star Wars. Je ne suis pas du tout attiré par les licences systématiques. Et pour autant, sur ce jeu-là, je trouve que c'est une adaptation parfaite de l'univers de Star Wars parce que tu as ce côté incroyable des figurines qui me fonctionnent bien. Là, vous le voyez sur les plus petites ou les plus grosses figurines sur le plateau, ça crée quelque chose d'épique. Je trouve que ça marche particulièrement bien sur ce jeu-là. Ça, vraiment, je vous le conseille vivement si vous aimez Mémoire 44, si vous êtes sensible à Star Wars encore plus, mais c'est même pas obligatoire. Voilà pour... Tu le prends alors du coup ? C'était une évidence, non ? Oui, celui-ci c'est une évidence. Je pense que c'est une... Je le dirais pas systématiquement, hein, mais sur des jeux à licence. Mais celui-ci, moi j'hésite pas. Je me le note 46 € quand même, hein, sur Bataille de Hoth. On a des bruits de laser dans le chat. C'est vrai ? Piou ! Voilà pour ce jeu, je crois qu'on a terminé. Non, il reste Frantic, qui est la réédition, donc Frantic distribué cette fois-ci par... mais je pense qu'il n'y a pas trop de différence. C'est un très bon film. À part le visuel de la boîte qui a un petit peu changé. On avait déjà eu une version qui était distribuée à l'origine par Offline Distribution. Cette fois-ci, c'est BlackRock qui vous l'amène en boutique. Le format de la boîte est passé du format paysage au format portrait. Ouais. Mais c'est le même jeu à l'intérieur. Ouais. Bon, je suis pas très fan, moi. Ça, là, on est dans la... Je me suis lassé de ce genre de jeu, en tout cas. On est dans une catégorie un peu Uno. Il y en a énormément des petites boîtes comme ça avec des cartes qui font des actions et j'ai envie de jouer à autre chose. C'est aussi simple que ça. C'est un jeu qui a un succès dingue en Allemagne. Ça marche très très bien. C'est un grand classique. Il y a plein de joueurs qui vont adorer. Moi, je passe mon tour sur celui-ci. Ça ne veut pas dire que ça vous plaira pas. Bon, je passe mon tour sur le jeu. Je veux bien revoir le film. On l'avait déjà dit la fois dernière quand on avait parlé sur la première édition. J'adore ce film. Il est très chouette. Alors, le bilan de cette présentation de sortie. Aline, tu as retenu Moonlight, The Crew Family, Incantibus. Ça, finalement, tu n'as pas été trop dépensière sur cette semaine. Et c'est qu'une semaine, hein. Ça fait 62 €. Hein. Et oui. Moi, j'ai été plus calme parce que je trouve qu'il ne faut pas prendre trop de jeux. Alors, Moonlight, bah, tu vois, du coup, Cookie Party, j'hésiterais. Hein. La bataille de Hoth. Donc, je suis déjà à 56 €. Après, je pourrais être tenté, parce que Damien m'a dit vas-y sur Scarabrae. Donc, tu vois, je pourrais être tenté. Et là, ça casse tout en termes de prix. Parce que c'est des jeux plus chers, tout simplement. Donc, 56 € plus 36. Là, on est à 92. Ça commence à faire pas mal. Ouais. Voilà pour notre sélection des jeux de la semaine. On a fait le tour. Rachel dit qu'elle achèterait Cardia et le calendrier de l'Avent. Et évidemment, bonne douche. Eh ben, on se complète, c'est parfait là. À nous trois, on prend quasiment tous les jeux. Là au chalet, sur ceux qu'on a annoncés, ceux qu'on n'a pas, c'est The Crew Family. Donc celui-ci, faut vraiment qu'on l'achète. Scarabrae, il faut vraiment qu'on l'achète. Et puis le calendrier de l'Avent également, si on veut avoir tous les jeux de cette micro-liste. On réfléchit à vous faire participer à ces sélections. On va voir comment on le fait sur de futurs...
parce que c'était bien, tu sais, le moment où on faisait des stats où on avait les informations sur les jeux que les gens attendent le plus, c'est une information que j'aimerais bien pouvoir vous glisser également. Je trouve ça toujours hyper pertinent, et puis c'est un partage qui est chouette. J'en connais qui diraient que les statistiques, c'est la vie. C'est la vie, les statistiques, effectivement. Moi, j'aime beaucoup. Moi, je suis très statistique aussi. Quand j'étais gamin, je notais tout ce que je faisais pour faire des statistiques sur moi-même. J'aime bien le quand j'étais gamin. Je le suis plus. Non, mais tu as toujours fait ça. Donc oui, moi, un peu moins quand même. Tu sais, j'arrive même plus à rentrer. Beaucoup de monde dans le milieu professionnel note les jeux auxquels ils jouent pour retrouver des traces sur des applications téléphone. J'arrive plus, moi. Je voudrais bien le refaire parce que c'est vraiment utile. Et souvent, quand on cherche des infos, c'est pratique. Et c'est pénible, en fait, de sortir son téléphone pour noter ce qu'on est en train de faire. Et pendant une période, j'aimais bien le faire. On termine avec notre dernière rubrique. Des messages c'est des mails, il faut que je coupe le son de cet iPad. C'est bien un iPad, mais ça fait du son. Hop. On termine avec, on l'avait dit, donc notre rubrique finale, Minute Culturelle. De quoi on parle, Aline, cette semaine, aujourd'hui ? Eh ben, on parle de ce qui nous a intéressés, qui n'était pas dans le monde du jeu. Moi, j'ai lu pas mal de livres cet été. Il y en a 2 dont j'avais envie de vous parler. Là, tu avais préparé 2 trucs. On fait les 2 ou oui ? Ça peut, on peut les montrer les 2. On va essayer d'être contenu entre 8h et 9h. On essaie de le faire, sauf quand il y a des invités. Là, forcément, on ne va pas couper les émissions si on a des choses à vous raconter. Mais la plupart du temps, on restera, notamment quand on est ensemble, sur ces horaires-là, 8-9. On a un petit peu de temps, il nous reste 3 minutes. C'est énorme. Tu veux parler des livres que tu as lus ? Parlons aussi de la série qu'on a regardée tous les deux. On a commencé à regarder Alien Earth. Il faut que tu... Hop, donc la série qui est... Je dois dire que je suis très, très attaché à l'univers d'Alien, notamment aussi parce que c'est un univers qui se renouvelle jusqu'à présent. Vous ne regardez pas toujours la même chose. Autant sur Star Wars, des fois j'ai des doutes. À chaque film que tu regardes, tu dis mais c'est le même là. Mais ils ont remis une étoile noire. Et alors on te dit c'est un hommage au film précédent. D'accord, mais je l'avais déjà vu le film précédent. Je suis curieux de voir autre chose. Sur Alien, il faut reconnaître qu'à chaque fois c'est un réalisateur différent. L'étoile noire, moi je me situe pas ça dans Alien, mais... Non, mais dans Star Wars. Oui, tu sais, il y a le côté répétitif dans Star Wars, ils remettent toujours un peu la même chose. J'ai dit Alien Oui, donc c'était pas compréhensible ce que je racontais. Dans le premier Star Wars, tu as une étoile noire. Dans le troisième, ils te remettent une étoile de la mort. Ils ont changé le nom. Et dans le reboot, c'est l'épisode 7. Je crois qu'il y a de nouveau une étoile, un truc comme ça. Ils aiment bien refaire la même chose parce que forcément, il y a du fanservice aussi. Dans Alien, c'est très chouette de voir une progression et même, parfois on est déçu par le film parce qu'on se dit mais j'ai pas retrouvé ce que j'aimais bien dans le précédent. Tu sais, le premier Alien, il n'y a qu'un seul Alien. Dans le deuxième, d'un seul coup, c'est une troupe, ça devient un film de guerre. Dans le troisième, il y a une ambiance différente. Dans le quatrième, on crée quelque chose de particulier autour des questions de clonage parce que c'était les questions qui se posaient à l'époque. Donc on crée quelque chose. J'avais pas aimé moi le quatrième quand je l'ai vu au cinéma et quand je l'ai revu plus tard, tu te dis ah oui, il y a une direction qui est différente, des réflexions qui témoignent de l'époque. Et c'est pas le même film, et c'est ça qui est bien aussi. Là, il y a une série qui sort, donc en version française, c'est sur Disney+, c'est FX, donc la chaîne américaine, je pense. On a regardé les premiers épisodes. Les épisodes de Alien Earth. Ouais. Aline ? Pour le moment, je suis pas dedans. Ah, t'es pas dedans. Je vois que c'est... Enfin, je comprends pourquoi c'est chouette. Et moi, j'ai une petite distance des ados dans Alien. J'ai un doute, quoi. Pour moi, j'ai besoin qu'on m'explique à quel point c'est malin d'avoir fait ce choix. Donc peut-être que je reviendrai sur cet avis dans quelques épisodes. Peut-être que j'aurais vu l'intérêt d'avoir pris cette direction. Je comprends toute la réflexion sur les intelligences artificielles, mais pour le moment, ça me parle pas plus que ça. Oui, alors pareil, j'ai trouvé ça très froid sur le départ, donc j'ai pas trop accroché, puis il faut s'accrocher au personnage. Par contre, on retrouve cette intention de la série de manière générale de s'adapter aussi aux questionnements de l'époque, et là clairement tu vois que les questionnements autour de l'intelligence artificielle sont très présents dans les premiers scénarios, dans les premiers épisodes. Tu as cet aspect-là. Le côté... Ce que je n'ai pas retrouvé pour l'instant, c'est que paradoxalement, c'est un film d'horreur, Alien, à la base, quand même, dans le scénario, avec une bête, mais qui a un rôle à jouer. C'est pas juste une coquille vide, l'Alien, dans tous les précédents épisodes. Ça raconte une histoire autour de ce personnage qui est un personnage principal, essentiel. Sur la série, pour l'instant, c'est une coquille vide. Le sentiment que j'ai, c'est qu'il est présent et que c'est des personnages que l'on suit. Après, pour le moment, on a 3 épisodes et j'ai l'impression qu'on est sur une mise en place, une espèce de grande scène d'exposition, jusque-là pas encore terminée. Il y a des moments qui sont un peu sympas. Il y a de temps en temps des références. Moi, j'ai l'impression de voir plus un film en référence
peut-être je me trompe, mais ça me fait plus rêve à Blade Runner que à Alien pour le moment. C'est le même univers, donc c'est pas une surprise. Rien que le choix du personnage masculin un peu plus adulte, professeur, me fait plus penser à Roger Hauer que Alien. Donc pour le moment, j'attends vraiment que j'ai envie que ça me surprenne et que je me dise finalement c'était chouette. Voilà, pour cette série qu'on a commencé à regarder, donc c'est très mitigé pour l'instant, mais moi je vais continuer parce que je suis curieux de savoir où ça nous emmène. J'étais très content qu'une série sur Alien arrive. Je m'intéresse aussi à ce qu'ils en ont fait, tu vois, comment développer l'univers, ça je suis curieux de voir ce que ça donne et ça peut m'aider à suivre davantage, mais je vois que c'est mitigé aussi sur le chat. Tu voulais dire 2 mots sur les livres que tu as... Alors, je vous ai diffusé les images de la bande-annonce. Il est possible que YouTube ne m'autorise pas à les diffuser sur le replay. Donc, si vous avez vu des images floues, je vous explique pourquoi. Parce qu'il est possible que je les floute. On verra bien si YouTube ne veut pas que je diffuse ça. Alors, étonnamment, moi non plus, je ne pensais pas que Blade Runner et Alien, c'était le même univers. Mais en regardant Blade Runner en fait, dernièrement, Wayland Industries est aussi cité, présent. On a des... Tu sais, dans ces immeubles de Blade Runner sur lesquels tu as des publicités un petit peu digitales, numériques qui passent en continu, en fait, on voit des publicités pour Wayland Industries. C'est à repérer c'est un arc différent, on va dire. Dans Blade Runner. Mais comme c'est le même réalisateur à la base, il a lié d'une certaine manière ces 2 univers. Tu voulais parler de 2 livres ? Alors, je vous disais, il y a 2 livres sur lesquels j'aurais bien aimé vous dire 2 mots. Il s'agit des 7 maris d'Evelyn Hugo, un livre de Taylor Jenkins Reid, qui a eu son petit succès. C'est 2 livres qui avaient eu il y a quelques années leur petit succès. J'étais passée à côté. C'était l'occasion de les lire cet été. J'ai beaucoup aimé l'histoire de cette vieille star de l'âge d'or du cinéma hollywoodien, complètement fictive, mais qui nous fait penser un petit peu à Marilyn Monroe ou à Elizabeth Taylor, qui donne une interview à la fin de sa vie à une jeune journaliste, alors qu'elle vit recluse depuis longtemps, mais elle vend aux enchères ses robes chez Christie's et c'est l'occasion d'une interview. Et dans cette interview, elle va dérouler et dévoiler tous les mystères de sa vie, notamment les 7 maris qu'elle a pu avoir, et se pose alors la question de qui était alors le grand amour d'Evelyn Hugo, qui n'est pas du tout l'amour auquel qu'on aurait pu imaginer de départ. Et au fur et à mesure du livre, on se rend compte qu'il y a un lien qui existe entre l'actrice et la journaliste qui l'interviewe, que le choix de l'intervieweuse n'a pas été fait au hasard. Et c'est un chouette livre pour tous ceux qui aiment le cinéma, même si l'actrice est fictive, on traverse l'âge d'or du cinéma jusqu'à aujourd'hui avec toutes les chasses aux sorcières qui ont pu avoir lieu entre les acteurs et réalisateurs homosexuels qui ont été mis au banc, et puis aussi le macartisme, et puis le déclin du Hollywood mythique. Donc c'était vraiment chouette comme lecture, au niveau de la narration, mais aussi au niveau de l'histoire. Et puis j'ai lu Babel de J.F. Kuang et de R.F. Kuang, et ça c'est une lecture beaucoup plus copieuse. On est sur un gros pavé d'à peu près 900 pages, qui est une dystopie qui se passe à Oxford dans les années 1830. Et le principe de cette dystopie, c'est qu'on est dans un monde où des mages enchantent des barres d'argent en utilisant pour créer la magie des associations de mots qui sont sur la phonétique, la sémantique et l'étymologie de ces mots, en mettant ensemble 2 mots de langues différentes qui sonnent un peu de la même manière, mais qui vont, par leur ressemblance et leur légère différence, créer un pouvoir. Par exemple, entre discuter qui veut dire parler et discutare qui veut dire éparpiller, on va pouvoir faire de l'enchantement qui va répandre les informations. Et c'est l'histoire d'un jeune cantonais, un chinois, qui a été ramené à Oxford par un espèce de tuteur dont on saura après qu'il est son père biologique. Ah, le dis pas. C'est dans le tout début de l'histoire. Ah, d'accord. C'est une sorte d'élément de départ. Et ce personnage, il va aller faire ses études dans cette fameuse tour de Babel, au milieu d'Oxford, qui est un centre linguistique d'études des langues, mais aussi d'enchantement de ces barres d'argent.
Et au fur et à mesure du livre, ça bascule dans une espèce de métaphore politique du monde, de la colonialisation, de l'épuisement des ressources naturelles, de ce que les hommes font aux hommes en les réduisant en esclavage ou en esclavage intellectuel. Et on bascule sur quelque chose de plus profond. C'est copieux, mais ça vaut vraiment le coup d'être lu. C'est vraiment une lecture qu'on n'a pas l'habitude de faire. J'ai vu en regardant sur Internet si ça plaisait aux gens ou pas, que c'est très clivant. Pour le moment, moi, je suis sur une lecture qui m'a vraiment beaucoup intéressée et que j'aime bien et qui n'est pas comme d'habitude et qui t'emmène à des réflexions qui sont assez sympas, bien présentées et pas si manichéennes que ça. Voilà pour les 2 conseils lecture d'Aline sur les vacances, sur la période de l'été plus exactement. Donc on le fera de temps en temps, on terminera par une petite virgule culturelle, il y aura de la bande dessinée, on va répartir ça sur toute la semaine aussi. Tant pis pour ceux qui ne regardaient qu'une seule matinale, il va falloir piocher à droite à gauche, mais en même temps c'est plus simple, c'est peut-être plus digeste de répartir un peu plus les choses. Voilà, pour cette émission, il est 9h06, ça va, on n'a pas trop débordé. C'est la fin de cette émission. Demain, on sera avec Tribuo. Donc on vous présentera des jeux qui seront diffusés par ce distributeur qui distribue notamment Blue Orange, mais pas que. Et là justement, ça sera l'occasion de parler du mais pas que, des autres jeux qui sont distribués par Tribuo. On vous souhaite à tous une très bonne journée. Nous, on va se mettre au travail, on va ranger un petit peu des choses. Là, entre 2 visites, on va se dépêcher de nous organiser. C'est un peu la course. Ouais, c'est la course et les courses. Voilà, exactement. Bonne journée à tous. Et puis rendez-vous, même heure, même lieu, demain. À bientôt. Thank you.